Bonjour à tous, merci d'être venus et de votre fidélité, puisqu'apparemment il y a beaucoup de récidivistes des ADS. Donc moi je vais vous parler d'une suite qu'on a donnée au rapport qu'on a publié en octobre, l'INICT pour une sobriété numérique. L'idée dans cette suite, ça va être d'adresser en fait la question de la mise en pratique de la sobriété, parce que on a fait des constats dans ce rapport, on a fait des constats physiques, on a fait le constat d'une nécessité de la sobriété au niveau numérique, et je vais revenir dessus. Et l'idée, c'est de répondre à la question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en pratique, comment on peut le mettre en place, et qu'est-ce que ça veut dire au niveau des usages. Donc on a pris en cas d'étude la vidéo en ligne, qui est un cas d'étude au niveau des usages qui, on le verra en fait, est parlant et représentatif d'un certain nombre d'une grande partie du spectre des questions qu'il faut se poser sur la mise en place pratique de la sobriété. Donc, je m'appelle Maxime Fouillet, je suis chargé de projet à The Shift Project. J'ai travaillé sur le rapport l'INICT avec Hugues Ferbeuf, que vous entendrez tout à l'heure. Et du coup, là, je continue de travailler donc, sur les questions numériques au sein du Shift, notamment donc, sur cette note d'analyse qui sera bientôt publiée sur les usages vidéo. La question donc, qu'on s'est posée pour revenir sur nos constats du premier rapport, c'est celle-ci, c'est de savoir si la transition numérique, c'est a priori un atout ou un handicap pour la transition énergétique, et si ce n'est pas si c'est pas un atout a priori, alors à quelles conditions ça peut l'être. L'idée, donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est juste d'avoir une balance, de prendre ce qu'on prend d'habitude comme élément à mettre dans cette balance, c'est-à-dire les technologies smart, donc les smart grids, les smart buildings, les smart cities, toutes ces technologies, en fait, qui vont permettre des nouveaux usages et permettre des innovations sur l'efficacité énergétique, etc. Donc, des outils qui sont a priori nécessaires à la transition énergétique efficace. Et la question, c'est de savoir si quand on met le coût environnemental dans la balance, le coût environnemental de production et d'utilisation de tous ces outils numériques, est-ce qu'on ne fait pas pencher la balance de l'autre côté ? L'idée étant, à minima, d'avoir une balance nulle, pour ne serait-ce qu'annuler l'utilité et l'effet délétère de l'outil. Et évidemment, l'objectif étant de la faire pencher du côté bleu, puisque on essaye de... Enfin, l'idée, c'est de trouver les conditions sous lesquelles cet outil peut être utile et vertueux pour la transition énergétique. Nos définitions du numérique, celles qu'on a utilisées, c'est donc l'ICT de l'INICT. On l'a défini au travers de Striptych, donc les réseaux, les centres de données et les terminaux. Les terminaux, c'est vos ordinateurs et vos smartphones. C'est donc tous les appareils et les équipements qui nous permettent de visionner et de produire, de consommer et de produire de la donnée. Les centres de données, c'est les endroits où on va stocker ces données, grosso modo. Et les réseaux, c'est les tuyaux qu'on met entre les deux pour les faire transiter. Donc on a utilisé Striptych pour le caractériser, et c'est ce prisme de lecture en fait, que je vais utiliser pour vous expliquer comment on a défini les usages et comment on a choisi de les étudier. La question donc centrale étant celle-là, est-ce que l'effet global net du numérique à l'échelle mondiale il est positif sur un plan énergétique. Donc ça, c'est la question du premier rapport qui est paru en octobre. Je vais revenir sur les conclusions du rapport pour que vous compreniez en fait comment on a déroulé la démarche pour en arriver à la note d'analyse dont je vais vous présenter les premiers résultats. Donc au niveau du contexte, c'est des courbes auxquelles on commence à être habitué. C'est l'objectif de degré, alors maintenant qui est devenu le zéro carbone net zéro émission nette en France. L'idée étant de se maintenir donc, sous un réchauffement à 2 degrés. Il n'y a pas besoin de refaire un exposé là-dessus, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de se replacer dans le contexte des émissions et de regarder le numérique, comment est-ce qu'il s'intègre un peu dans ces objectifs et quelles sont ses tendances et ses dynamiques d'évolution en termes d'émissions de carbone. Donc on a fait les calculs en termes agrégés des émissions qui sont associées à la production et à l'utilisation des différents terminaux, des différents réseaux et centres de données dans le monde. Et là, je vais vous présenter les résultats donc, sous forme d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en 2019, puisqu'on est bien en 2019, on arrive à 3 à 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est ce que représente le numérique aujourd'hui dans les émissions globales. Si on prend en compte donc la phase de production et la phase d'utilisation, toutes les émissions qui sont associées à ces phases, pour le triptyque que je vous ai cité tout à l'heure, dans le monde, ça représente plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Donc dire que le numérique est un sujet annexe,
c'est dire que l'A380 est un sujet annexe. Donc ça nous a au moins prouvé que ça valait le coup de creuser un peu le sujet. Ensuite, donc, on a fait différents scénarios en se basant sur une étude de 2015 qui se regroupent en deux groupes. Le premier groupe, donc, c'est les scénarios sans sobriété. Alors oui, il y en a trois. On a fait différentes hypothèses sur l'évolution de l'efficacité énergétique des centres de données et sur un certain nombre d'hypothèses pour tester la sensibilité du modèle. Mais ce qu'il est important de garder en tête, c'est que si ces trois scénarios, donc, ils considèrent à des business as usual avec études de sensibilité, mais grosso modo, c'est des scénarios où on n'a pas mis en place de sobriété, où on laisse le numérique évoluer plus ou moins régi par la main invisible. Et du coup, en 2025, on arrive à des émissions qui représentent 7 à 8% des émissions mondiales, ce qui est de l'ordre de véhicules légers. Donc, dire que la sobriété n'est pas un problème, c'est dire que les véhicules légers ne sont pas une question pertinente dans les questions de transition énergétique et carbone. Ça veut dire que le numérique, si on le laisse évoluer tel quel, c'est-à-dire avec une dynamique actuelle de plus 8% des émissions de gaz à effet de serre par an, on arrive à un secteur qui est absolument conséquent à l'échelle mondiale. L'idée, elle est là. C'est que le numérique, oui, il a des opportunités, mais le fait est qu'aujourd'hui, on le fait de telle manière que l'évolution, elle est bien supérieure à celle des autres secteurs. Le déploiement le développement en fait, du secteur numérique, et donc en termes d'infrastructures physiques associées au numérique, il est bien supérieur à celui des autres secteurs, et donc son empreinte énergétique et carbone augmente plus vite que celle des autres secteurs. Et c'est comme ça en fait, qu'on arrive à des ordres de grandeur qui sont bien supérieurs. À des ordres de grandeur qui sont vraiment pas négligeables à horizon 2025. Donc on a fait un dernier scénario qui s'appelle le scénario Sobriety, on l'a nommé en anglais parce que on a une ambition européenne. Donc c'est un scénario qui met en place une sobriété. La sobriété qu'on propose là, dans ce scénario, ce n'est pas une sobriété qui remet en cause les modèles numériques. C'est des hypothèses de limitation sur les dynamiques de production et sur les dynamiques d'évolution des volumes de données, mais qui ne sont pas drastiques. Du coup, ce scénario il permet de ramener en fait, l'évolution du numérique, l'évolution de l'empreinte carbone du numérique à l'évolution moyenne des autres secteurs dans le monde, juste pour voir si c'est difficile de casser en fait la dynamique bien supérieure du numérique. C'était ça l'idée de ce scénario. Et du coup, on arrive à des émissions qui sont de l'ordre de 5% en 2025. Ça veut dire qu'en mettant en place des mesures qui sont non drastiques, on arrive à faire du numérique quelque chose qui n'est pas exponentiellement délétère, mais qui du coup répond toujours pas aux accords de Paris, puisqu'on n'est pas en diminution de gaz à émissions à effet de serre. Donc ça, c'est nos constats. L'idée, c'est que la sobriété numérique, c'est la seule réponse à court et moyen terme qui est viable. Pourquoi ? Parce que améliorer l'efficacité énergétique du numérique, alors de 1, il y a l'effet rebond qui maintenant commence enfin à se répandre de manière conséquente, je veux dire, dans les analyses. Donc on sait que quand on va améliorer l'efficacité énergétique d'une technologie, on va l'utiliser plus. Et le numérique, c'est vraiment un des exemples phares pour illustrer ce genre de phénomène. Et l'autre raison, c'est qu'au niveau de l'impact énergétique des différents terminaux, la phase de production est très importante. Et sur la phase de production, c'est des processus sur lesquels les efforts d'efficacité énergétique ont déjà été faits dans les dernières décennies. On a eu des gros efforts sur l'efficacité énergétique et la question de la marge de manœuvre, de la marge de progression qui nous reste, elle se pose d'un point de vue purement technique. Donc, si on a un impact unitaire fois un nombre de terminaux produits qui est trop grand, si on ne peut pas agir sur l'impact unitaire, faut agir sur le nombre de terminaux produits. Donc l'idée, c'est ça. Et ça marche aussi pour les données. Chaque bit de données a une consommation énergétique associée. Si on ne peut pas baisser la consommation énergétique suffisamment de chaque bit de données, faut diminuer le nombre de bits de données qu'on transfère. Donc c'est ça la sobriété. La sobriété, et on va revenir sur ce que ça veut dire en pratique, c'est de réfléchir à la quantité de numérique qu'on fait, qu'on produit et qu'on utilise. Maintenant, on va faire un focus sur les données.
donc le cloud, qui sont précisément la partie virtuelle du numérique, pour voir qu'en fait, cette partie, elle n'est absolument pas virtuelle. C'est pareil, c'est un discours qui commence à se démocratiser sur les infrastructures physiques qu'il y a derrière, les data centers et les infrastructures réseau. Mais en fait, quand on fait l'étude agrégée des consommations énergétiques qui sont associées à ces infrastructures, on se rend compte que c'est non seulement pas négligeable, mais absolument central en fait dans la réflexion. Ce graphe, ça représente, donc c'est issu de notre premier rapport, la facture énergétique globale du numérique. Les deux lignes orange que vous voyez, en fait, ça sépare la phase de production, donc c'est la production des terminaux et des infrastructures, de la phase d'utilisation. La phase d'utilisation, du coup, elle représente 55% de la facture énergétique totale du numérique. Cette phase d'utilisation, en fait, ça correspond au trafic et au stockage de données, puisque ça va être tous les centres de données, ça va être tous les réseaux, et ça va être les terminaux pendant qu'on les utilise. Et la plupart des gens aujourd'hui utilisent un terminal pour échanger des données, y compris de la voix ou des textes, c'est que des données. Et toutes ces données, donc, quand on les utilise, ça va représenter donc 55% de la facture totale énergétique du numérique. Le phénomène en fait qu'il faut garder en tête, c'est que l'évolution du trafic de données, elle est intrinsèquement liée à l'évolution et de la taille des infrastructures qui sont derrière. Si j'ai une infrastructure donc, qui va me permettre de transférer, de produire et de stocker de la donnée, qui arrive à saturation, on va du coup redimensionner les infrastructures pour pouvoir faire passer plus de données. On va agrandir les tuyaux, sauf qu'on va les surdimensionner par rapport aux nouveaux usages qui apparaissent. Donc on va pouvoir faire passer plus de données. Puisqu'on va pouvoir faire passer plus de données, on va pouvoir créer des nouveaux usages qui vont être plus consommateurs de données. Puisqu'ils vont être plus consommateurs de données, ils vont arriver à un moment où ils vont saturer le réseau qu'on avait surdimensionné au départ. Et donc on se retrouve dans la situation de départ, où il va falloir du coup redimensionner les infrastructures pour agrandir les tuyaux, pour permettre aux usages de continuer de se développer. C'est exactement pour ça qu'on a fait 2G, 3G, 4G et aujourd'hui 5G. C'est ce mécanisme-là. À chaque fois qu'on va augmenter la taille de nos infrastructures, on va permettre des nouveaux usages plus consommateurs et donc qui vont engendrer une augmentation des infrastructures. Donc il faut comprendre que la phase d'utilisation, qui représente aujourd'hui 55%, qui est en fait une phase, c'est la phase virtuelle du numérique, puisque la phase de production, on va creuser des trous, sortir du métal et construire des composants. La phase d'utilisation, tout ça c'est déjà construit, donc c'est la partie virtuelle. Cette partie virtuelle, elle ne l'est pas, parce qu'en fait les infrastructures sont le support de cette partie virtuelle. Et du coup, quand on regarde l'évolution du trafic de données, des trafics de données dans le monde, qui donc sous-tendent cette évolution des infrastructures, on arrive à des choses de ce type. Donc, on a une évolution d'environ 25% par an, c'est revu à la hausse de manière assez régulière par les études. Et cette évolution, elle est due à 80% par la vidéo en ligne. Et donc, on arrive au sujet de notre note d'analyse. La vidéo en ligne, donc, c'est toutes les vidéos qu'on peut consommer sur des plateformes de diffusion, type Netflix, type YouTube, etc., sur les réseaux sociaux. Et 80% de ce trafic, c'est uniquement dû à la vidéo. Si on réfléchit bien, ces usages de la vidéo, ils ont pu en partie se développer parce que, par exemple, un exemple parmi d'autres, on a mis en place un réseau de taille bien supérieure, qui est la 4G, qui a permis de regarder Netflix sur le smartphone. Donc, on a développé les usages vidéo sur le smartphone. On arrive à saturation de ce premier réseau, enfin, de ce réseau 4G, puisque les usages vidéo ont pris la place. Donc, on va mettre en place un réseau 5G qui va permettre de nouveaux usages. On en parle beaucoup pour la voiture autonome, on en parle pour l'Internet des objets. Et du coup, la question, elle est là. Puisqu'à chaque fois qu'on va redimensionner notre système numérique, on va permettre de nouveaux usages. Ces nouveaux usages, donc l'IoT, c'est l'Internet des objets et l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Tous ces nouveaux usages qui permettent d'utiliser plus de données et qui sont permis par l'utilisation de plus de données, comment ils vont impacter cette évolution qui est déjà absolument pas négligeable. Puisqu'on réfléchit en termes d'infrastructures et d'impact énergétique associé aux infrastructures, on comprend bien que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est comment en fait on réfléchit à ces usages, comment on les considère et comment on les laisse évoluer. Si on les laisse évoluer as usual, on l'a vu, l'impact du numérique il devient ingérable.
si on se place bien dans un contexte de limites physiques, donc énergétiques sur les ressources et en contraintes climatiques qui ne sont pas négociables. L'objectif de degré, c'est une contrainte qu'on s'applique à nous-mêmes, juste pour pas que ça soit trop embêtant de continuer à vivre dans ce monde. Donc, si on se place bien dans le cadre de ces contraintes qu'on s'implique, alors on ne peut pas les laisser évoluer n'importe comment, ces usages. Donc, ça pose cette question. Comment est-ce qu'on réfléchit nos usages? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Comment est-ce qu'on les conçoit en amont pour qu'ils correspondent aux contraintes qu'on s'est fixées? Notre cas d'étude, donc, qui est donc l'objet de la note d'analyse qui sera bientôt publiée, c'est la vidéo en ligne. L'idée, c'est de se demander si elle est compatible avec la sobriété numérique, et si non, et spoiler, elle ne l'est pas actuellement, comment on fait pour la rendre compatible avec la sobriété numérique. La méthodologie de calcul donc, qui a été utilisée pour calculer les résultats que je vais vous présenter juste après, c'est celle-ci. On a calculé les émissions de gaz à effet de serre qui étaient associées à chaque usage numérique. On va voir, on a défini 4 catégories d'usage, 4 catégories d'usage donc qui représentent, qui sont une catégorisation possible des usages de vidéo en ligne. Pour chaque usage, on a calculé les flux de données qui sont associés à cet usage. Donc on a pris le trafic total de la vidéo en ligne dans le monde. Pour chaque usage, on a catégorisé en se basant donc sur des rapports de Cisco et Sandvine, qui sont des fournisseurs d'infrastructures réseau, et sur des outils d'audience qui permettent de mesurer l'audience des sites internet. Et donc à partir du croisement de ces différents résultats, on arrive à le trafic annuel pour chaque catégorie d'usage de données. Une fois qu'on a ce trafic annuel, on peut utiliser un modèle qu'on a intelligemment conçu pendant la construction du rapport d'octobre, qui s'appelle le modèle OneByte, qui en fait associe au transfert d'un byte de données une consommation électrique, puisqu'on parle bien de la phase d'utilisation, je reviens juste après sur l'hypothèse, donc la consommation électrique qui est associée au transfert d'un byte de données. Donc si on a le trafic pour chaque usage et qu'on peut associer la consommation, on arrive pour chaque usage à la consommation annuelle qui est associée à l'usage vidéo en question. Les hypothèses donc, qui sont cachées derrière ça, pour transformer cette consommation électrique en gaz à effet de serre, on a utilisé le mix moyen mondial, qui est légèrement supérieur à 0,5 kg CO2 par kWh. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les infrastructures mondiales, donc ça n'aurait pas eu de sens d'essayer, il aurait fallu recenser l'intégralité des data centers et regarder où et quelle partie de vidéo est stockée où. Donc puisque c'est une infrastructure qui est absolument mondiale, la vidéo qu'on va regarder, il y a peut-être la moitié en Chine et la moitié dans le data center d'à côté. Donc on prend un mix moyen mondial pour traduire la consommation électrique en émissions de gaz à effet de serre associées. Et ces calculs, donc, ils prennent en compte uniquement la phase d'utilisation des terminaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de prorata de la phase de production qu'on ramène au temps d'utilisation des terminaux. Ce qui est une approche possible. Là, les résultats que vous allez voir, donc, c'est uniquement contenu dans les 55% de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on considère la consommation électrique du terminal pendant le temps de visionnage de vidéo. On considère la consommation électrique qu'il a fallu pour faire transiter les données par les infrastructures réseau et la consommation électrique qui est associée à l'utilisation des data centers où sont stockées les vidéos. Les résultats. Donc, la répartition des différentes catégories d'usage que je vais vous présenter là, en fonction dans les flux de données mondiaux au niveau de la vidéo, ça nous donne ça. Les 4 catégories d'usage qu'on a définies, c'est ce qu'on a appelé VOD. Donc c'est une catégorie qui regroupe les plateformes de type Netflix, Amazon Prime, Hulu, qui sont des plateformes qui vont diffuser des productions en moyenne plus longues, de l'ordre de, c'est les séries et les films en gros, donc c'est entre 30 minutes et 2 heures. Les tubes, qui sont en fait YouTube, puisque 95% de ce trafic c'est YouTube, donc c'est une plateforme qui va proposer des contenus qui sont beaucoup plus divers et en moyenne plus courts. On a les réseaux sociaux qui sont contenus donc, dans les autres, donc ça c'est toutes les catégories non identifiées, dont les réseaux sociaux. On n'a pas pu en fait identifier les réseaux sociaux à part, tout simplement parce que les trafics de données des réseaux sociaux séparent pas les contenus non vidéo des contenus vidéo.
Et du coup, la dernière catégorie qui est la pornographie. Donc ces 4 usages, on voit qu'ils varient tous entre à peu près 20 et 35%, grosso modo. Ces 4 catégories d'usages. Donc ça veut dire que tous ces usages, ils sont concurrents. Il n'y a pas un usage qui en écrase un autre, il n'y a pas un usage qui est négligeable. Donc si on veut réfléchir à comment on met en place une sobriété, comment on alloue les ressources, il va falloir adresser la question pour chacune de ces catégories d'usage. Sinon, on loupe, je ne sais pas, 20% ou 30% de notre réflexion. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à un arbitrage de ces usages. Il va falloir réfléchir à comment on les gère les uns par rapport aux autres. Et donc c'est ça la question de leur pertinence. Puisqu'on alloue des ressources et qu'on se demande, on est à ressources limitées, comment on fait pour allouer des ressources à nos différents usages, alors il va falloir réfléchir à la pertinence sociétale des différentes catégories d'usage. Quand on les traduit donc en gaz et émissions à effet de serre, ça nous donne ça. Donc là, la première barre, c'est pour le trafic vidéo mondial, et ensuite, c'est pour les 4 catégories. Pour le trafic vidéo mondial, pour donner donc quelques ordres de grandeur pour chacune, c'est de l'ordre des émissions qui sont associées à la totalité de l'économie de l'Espagne. Alors c'est donné de 2010, donc c'est un peu supérieur maintenant. Mais voilà, pour donner une idée, la vidéo sur Internet, c'est l'Espagne. La pornographie, c'est un peu inférieur au tertiaire en France. Et le VOD, pour donner un dernier ordre de grandeur, donc Netflix et Amazon Prime, ils pourraient accueillir la COP25 en fait. C'est de l'ordre des émissions de gaz à effet de serre du Chili, qui accueille donc la Conference of Parties de novembre. Ça veut dire que chacune de ces catégories, donc en relatif, elles ne sont pas négligeables les unes par rapport aux autres, mais dans l'absolu, on se rend bien compte que l'impact de ces usages, qui sont purement virtuels, je le rappelle, on est juste sur la phase d'utilisation, le sont pas, sauf si le Chili est virtuel. Donc, la question, puisqu'on est à ressources limitées, encore une fois, c'est comment on mesure la pertinence sociétale qui sont associés à cet impact. Puisqu'on a un impact derrière et qu'on utilise des ressources, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une pertinence sociétale à allouer ces ressources à ces différents usages. Et donc c'est en déroulant cette question qu'on arrive au levier de sobriété, puisque là on a fait le constat de la question, de la problématique, on va dire. Maintenant la question de la réponse qu'on peut apporter, elle se pose. On va voir que, puisque là on est descendu à un niveau de granularité qui arrive vraiment aux usages, on est obligé d'utiliser des outils qui relèvent du débat sociétal. On ne peut plus se contenter, on a fait un constat physique, si on cherche les leviers de sobriété, on est obligé de poser des questions sociétales. Pour résumer donc l'approche de la sobriété numérique et ensuite revenir sur les questionnements que ça soulève en termes d'utilité sociétale. La sobriété numérique, en bref, c'est ça, c'est l'absence de superflu. Cette absence de superflu, ce n'est pas un concept rétrograde intrinsèque, il ne s'agit pas d'enlever la technologie. L'idée, c'est de dire que puisqu'on a des outils qui peuvent nous permettre de relever un certain nombre de défis d'un point de vue de la transition énergétique, alors, qu'est-ce qui, dans tous les usages numériques qu'on fait, est utile dans ce but-là? L'innovation, le défi d'innovation, c'est pas l'innovation telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Je suis pas en train de parler de la chaussette connectée qui existe, qui permet de mettre en pause l'épisode Netflix quand la chaussette détecte que vous êtes endormi. Bon, c'est une innovation comme on l'a définie aujourd'hui, mais là l'innovation qu'on propose en termes de sobriété numérique, c'est de dire, puisque maintenant c'est bon, on a compris qu'on pouvait tout faire en termes de technologie numérique, on peut tout faire puisqu'on fait les chaussettes. Lesquelles sont utiles? Et du coup, l'innovation, elle est là. La sobriété, c'est innover le modèle d'innovation, pour faire un peu redondant. Donc, c'est répondre à ces questions. C'est répondre à quels services répondent à mes besoins et lesquels sont superflus. La chaussette, pour continuer sur l'exemple. Et du coup, le paradigme, en fait, il deviendrait celui-là. C'est qu'on arrête de faire les choses parce qu'on peut les faire, ce qu'on voit dans tous les salons avec les startups. Il y a des formidables tops, si vous voulez, sur des milliards de sites internet, des inventions les plus inutiles de l'année 2018, dont la salière connectée qui vous sort du sel sur demande, qui sert à rien, parce qu'il faut quand même saler soi-même, mais bon. Du coup, voilà, il y a toutes ces innovations qu'on fait juste parce qu'on peut les faire. Bon, le paradigme, c'est de passer là-dessus. Je l'ai fait parce que ça m'est utile. Parce que si on est vraiment en ressources limitées, mais peut-être que je n'ai pas besoin de la salière connectée, mais que j'aurais besoin d'une innovation smart grid bien pensée.
Donc la question, elle se pose comme ça. Comment on fait pour innover notre modèle d'innovation, pour en faire quelque chose juste d'intelligent? Ce paradigme, au niveau de la transition énergétique, donc il se pose comme ça, c'est que la transition énergétique, elle nécessite les outils numériques. On n'est pas en train de s'amuser à dire qu'il faut enlever tout le numérique et revenir au tout papier pour résoudre les problématiques qui sont celles d'aujourd'hui. Bien sûr que non, mais chaque outil numérique il possède un impact environnemental, on l'a vu. On a des émissions associées à chaque mise en place de ces outils. Donc l'idée, c'est de reprendre la balance et juste de penser nos outils pour qu'ils aient un impact net positif d'un point de vue énergétique. Évidemment, dans cet impact net, en fait, dans l'utilité sociétale des outils numériques, il n'y a pas que l'utilité d'un point de vue transition énergétique qui compte. Bien entendu, il y a différents prismes à prendre en compte, notamment donc l'utilité sociétale, qui est un truc assez vague, qui pourrait permettre de dire que, par exemple, les outils culturels qui ne produisent rien de direct en physique sur l'amélioration de l'efficacité énergétique sont des outils qui sont sociétalement intéressants, y compris pour la transition énergétique, et qui sont sociétalement intéressants de manière générale. Donc c'est ça l'utilité sociétale. Bien entendu que le prisme d'arbitrage des usages, il n'est pas réduit à l'utilité physique des outils. Juste, c'est une première étape, d'être sûr qu'on n'est pas en train de déployer un outil qui consomme plus que ce qu'il est censé permettre d'économiser. Ensuite, du coup, l'utilité sociétale, elle se pose au travers de la question des usages qu'on commence à adresser dans la note d'analyse, donc centrée sur les usages numériques. Pour ça, il y a deux étapes en fait que je vais vous présenter. La première, c'est de comprendre comment sont construits ces usages, et on va revenir plus en pratique juste après là-dessus. Aujourd'hui, c'est une vision en sociologie des usages qui semble a priori assez naturelle. Je ne suis pas sociologue des usages, mais du coup, on s'est entretenu avec un certain nombre d'entre eux pour construire cette note. Et en fait, l'interaction de la première composante, qui est les designs des systèmes, avec la deuxième, qui est la forme des usages, est quelque chose de finalement complètement avéré. Le design des systèmes, c'est la manière dont je vais concevoir les systèmes que je vais utiliser. Donc là, dans le cas de la vidéo en ligne, ça va être les plateformes de diffusion de vidéos, donc YouTube par exemple. La forme des usages, ça va être comment j'utilise, donc combien de vidéos je regarde et à quel volume et à quelle qualité et en quelle quantité successive. Enfin voilà. Le design des systèmes influe sur la forme des usages parce qu'on comprend bien que s'il n'y avait pas certains designs précis sur les plateformes de diffusion, on ne les utiliserait pas telles quelles. Et la forme des usages, forcément, influe sur le design des systèmes parce que les systèmes sont designés aussi pour répondre à des besoins qui sont au moins prétendument identifiés. La forme des usages, qui touche directement à l'utilité sociétale, c'est un débat public inévitable. Le design des systèmes, c'est des questions qui peuvent, alors qu'ils ne sont pas complètement techniques, mais qui ont en fait une dimension technique forte, qui touche aux concepteurs des systèmes. Et l'idée, c'est la slide de juste après, c'est que dans cette partie, on a besoin des concepteurs des systèmes. Dans cette partie, on a besoin de mettre en discussion, on va dire, collective, les différents acteurs de la construction des usages. Les architectures de choix, le texte est un peu long, mais du coup la phrase c'est que la régulation des architectures de choix, c'est probablement l'un des champs de régulation qui sera le plus important dans les 10 années à venir. C'est une citation de la CNIL, donc qui a vocation à réguler les usages numériques pour pas qu'ils soient délétères sociétalement, et il pose la question de la manière dont les designs dont les systèmes sont designés, elle est avérée dans les organismes de régulation. Ça veut dire que c'est une question. Ça veut dire que la boucle que je vous ai présentée juste avant, elle est identifiée par les organismes qui cherchent à mettre en pratique les régulations qui sont nécessaires. Au niveau donc de l'arbitrage des usages, une fois qu'on a réfléchi à comment ils étaient construits, l'objectif c'est d'arbitrer la pertinence sociétale. Nous, dans l'histoire de la vidéo, c'est de dire si on alloue les ressources à certains usages en priorité, parce qu'il faut prioriser les usages, parce qu'on a ressources limitées, alors comment on fait pour arbitrer les usages entre eux ? Le cas de la vidéo, donc, c'est de dire, dans les 4 catégories, qu'est-ce que je choisis, en fait ? Il n'y a pas d'outil objectif pour choisir l'utilité sociétale. Je peux choisir de me divertir plutôt que d'être soigné. Il n'y a aucune raison objective pour que la préférence se penche de l'autre côté. Donc, c'est un débat sociétal. Ça veut dire qu'il faut mettre en place les différents acteurs, bénéficiaires et constructeurs des usages, pour qu'ils réfléchissent à comment on priorise ces usages.
Et donc dans cet arbitrage, il est nécessaire à la mise en place pratique d'une sobriété. La sobriété en tant que concept, on l'a comprise, la mise en place pratique, elle ne peut pas s'affranchir d'un débat sur comment j'alloue les ressources et comment je priorise ces usages. Et pour que ce débat il soit pertinent, il faut absolument qu'il y ait les différents acteurs de la construction de ces usages. Mais d'un point de vue vraiment pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut les acteurs des régulateurs, qui sont ceux qui vont dire, qui vont choisir en fait quels usages on va prioriser ou non pour maximiser pour diminuer les impacts délétères. Il faut mettre en place les plateformes de diffusion qui diffusent les contenus. Il faut impliquer les designers qui designent les plateformes de diffusion, qui sont juste les concepteurs des outils, les utilisateurs. Il faut vraiment impliquer les différentes parties. Et ces constats, c'est des constats qui viennent des organismes de régulation. Donc c'est des constats pratiques. Il faut impliquer ces différents acteurs pour construire une vision qui sera juste pertinente. Et donc la conclusion au niveau de ces usages, au niveau de cet arbitrage des usages et donc de cette mise en place pratique de la sobriété, c'est celle-ci. C'est que la mise en place pratique de la sobriété, de la sobriété numérique, donc, elle ne peut passer que par un débat collectif explicite. Explicite, ça veut dire qu'on est tous d'accord sur les constats physiques. Super. On est tous d'accord sur la solution à court et moyen terme au niveau de la sobriété. Bon, je dis tous, évidemment, j'ai un débat avec d'autres acteurs, mais puisque ici on est tous d'accord avec la sobriété comme solution viable à court et moyen terme pour répondre à ces impacts, super. Mais en pratique, comment on la met en place ? Et en fait, on ne peut pas tourner autour du pot en discutant juste du concept de sobriété. Il faut, en pratique, discuter de la mise en place des usages et donc des régulations possibles et donc discuter avec les différents acteurs qui construisent tous ces usages. Pour avoir donc des introns un peu plus pratiques sur ces questions, je vais inviter sur scène donc Gauthier Roussille, qui est un designer avec qui on travaille sur plusieurs projets, dont notamment cette note d'analyse. Je vais te laisser présenter, Gauthier. Où tu veux. Du coup, je vais te laisser présenter. Je vais lui poser 2 questions. Est-ce qu'il y a un deuxième micro ? Je vais poser 2 questions en fait sur les aspects pratiques justement de cette sobriété, parce que c'est des réflexions qui sont en pratique déjà mises en place, notamment dans la communauté des designers, qui sont ceux qui conçoivent ces plateformes. C'est des réflexions donc, qui existent déjà. Et du coup, Gauthier va pouvoir nous en parler un peu plus. Donc je t'invite à te présenter déjà. Alors, très rapidement, du coup, j'ai travaillé comme... j'ai dirigé une agence de design pendant 5 ans. À la suite de ça, j'ai fait un tour de l'Europe pour faire un documentaire sur la responsabilité des designers en Europe, sur toute forme d'usage, que ce soit du design graphique, au design numérique, au design des politiques publiques. Et à la suite de ça, en fait, je me suis complètement redirigé sur comprendre le design dans le paramètre du changement climatique et de l'anthropocène de façon générale. Et maintenant, en fait, la question du low-tech, pour moi, dans le design, est venue du fait de réintégrer la contrainte énergétique dans le processus de design. Mais après, j'expliquerai ça plus tard et je te laisse continuer. Merci Gauthier. Et du coup, la première question, elle va être sur l'aspect pratique, donc l'aspect design des systèmes, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est celle-ci. C'est quels mécanismes et dynamiques ont mené à la forme actuelle des usages vidéo ? L'idée, du coup, c'est que tu nous parles un peu des mécanismes de design qui sont mis en place donc, sur les plateformes vidéo pour influencer les usages dans une direction précise. Alors, du coup, pour répondre à cette question, il va falloir faire un petit peu d'histoire du design et du coup de l'histoire de l'économie en fait. Le design, pour définir le terme, on va parler d'un processus intellectuel qui fait appel à des méthodes de créativité, de travail collaboratif pour créer des objets, des services, des systèmes. Et généralement, c'est ce qui fait la spécificité du design, c'est qu'on part des besoins du terrain, des besoins des usagers, a priori. Historiquement, le design, c'est corrélé à la révolution industrielle, où on se pose la question de comment on fait des objets, comment on pense l'objet une fois qu'on le produit en série. Du coup, ça amène plein de questions, parce que le design est né des méthodes de conception industrielle, donc des méthodes économiques qui sont liées à ça. Du coup, le design, à l'heure actuelle, une fois qu'on a passé la révolution industrielle et qu'on arrive en 2019, 95% des usages servent quasiment de lubrifiant économique. Enfin, ce qu'est le design à l'heure actuelle, 95%, c'est un lubrifiant économique. 5% c'est des projets incroyables. Le reste sert à lubrifier des marchés, c'est-à-dire à maintenir des cycles de consommation, majoritairement. Il maintient l'effet rebond, il l'entretient. Du coup, si on donne plus de puissance à un designer sur un terminal,
il va faire en sorte de créer des usages pour légitimer ce terminal, légitimiser. La 5G, a priori, personne n'a demandé, mais par contre, si on demande aux designers de créer des usages dessus, il le fera. Et à terme, quand on aura créé suffisamment d'usages qui semblent confortables à des usagers, on va légitimiser une technologie. Donc c'est là où le principe du design est assez intéressant, parce qu'il peut aussi faire ça dans la boucle arrière. Pour arriver à la question d'usage vidéo, il faut comprendre 3 choses qu'un designer ne comprend pas. Premièrement, le designer pense qu'il travaille, il travaille pour l'humain. C'est le grand présupposé du design, on travaille pour les besoins des humains. Non, généralement, on travaille sur une personne économique, qui est renseignée par une personne économique néoclassique, où on a un être rationnel à qui on va maximiser les besoins, enfin, on va maximiser son bonheur en répondant à ses besoins. Mais le designer ne travaille pas sur l'humain dans sa complexité, il travaille sur une personne économique. Ça, c'est la première chose. Donc, le designer pense qu'il travaille sur un être rationnel. Deuxième chose, un designer travaille dans un modèle d'énergie de ressources illimitées. La construction du design, c'est faite à travers le prisme industriel, et un designer sait gérer uniquement des flux qui ne sont pas taris. C'est-à-dire, moi je fais l'exemple très rapidement dans le numérique, j'aime demander aux designers, est-ce qu'ils peuvent me faire un site pour 1 Wh ou 1 kWh? Personne ne sait faire. Parce qu'on ne leur a jamais appris à gérer de l'électricité, de l'énergie ou des ressources. Et troisième chose qui fait partie du design, c'est qu'on gère des externalités comme des éléments, des défauts du système, pas des constituants du système. Donc en fait, le design est une application de principes économiques, qui sont néoclassiques généralement. Dans la question de la vidéo, du coup, notre modèle économique, c'est celui qu'on va nous demander, qui est celui de la publicité. Donc on a besoin de temps d'attention, on a besoin de capter une personne en ligne pour lui permettre, pour générer des données comportementales qui sont plus raffinées, qu'on pourra revendre comme espace publicitaire ou comme paquet de données à des prestataires. Du coup, le but étant de comment on fait garder une personne, comment on fait qu'une personne reste en ligne, reste en face d'un contenu le plus longtemps possible. Pour ça, il a fallu qu'on choisisse le bon média pour ça. Un média qui est très bon pour ça, c'est la vidéo. C'est-à-dire qu'on reste beaucoup moins accroché à une page de journal en ligne que sur une vidéo dans laquelle tout bouge, tout est animé, etc. Il y a des éléments de narration qui sont puissants, il y a de la musique. On fait appel à un ensemble d'éléments constitutifs qui maintiennent la personne en ligne. C'est le but de la vidéo. Du coup, une fois qu'on a développé le modèle de la vidéo, du coup, il faut qu'on le rentabilise. Donc pour ça, il faut tout simplement qu'on garde la personne en ligne. Donc un des principaux usages de la vidéo qu'on a dans ce modèle économique, c'est faire en sorte de mettre en place la lecture automatique. Il faut que vous restiez en ligne, donc il faut maintenir un flux continu de contenu. Typiquement, une des entreprises qui a le mieux théorisé ça, c'est Netflix. Netflix a extrêmement bien pensé le flux de la personne qui va regarder une série, de façon où en fait, où c'est même plus une intention de regarder la vidéo, ça va être plus un réflexe. Et donc du coup, on va croire que puisque je continue à regarder des épisodes, j'en avais envie, mais du coup, ça ne sera jamais passé comme ça, parce qu'on ne nous a jamais laissé le choix, a priori. Dans les usages de la vidéo, il va y avoir aussi la façon dont, si vous regardez un feed social, enfin un flux de données sur un réseau social type Facebook, Twitter, etc., la vidéo en tant que telle n'existe plus en fait. C'est une sorte de stack d'ensemble de médias qui implique de l'animation, des sous-titres, de l'autoplay, de la vidéo, des méthodes de montage, etc. Mais la vidéo en tant que telle n'est plus un média. C'est quelque chose qui est transformé dans des optiques économiques. Je vais m'arrêter là après, sinon je vais embarquer. Ouais. Non, mais c'est déjà hyper parlant. Du coup, merci, parce que du coup l'idée c'était voilà, d'illustrer un peu avec la vision concepteur les concepts un peu plus théoriques, l'approche plus théorique et plus globale que je vous présentais juste avant. Et du coup, il y a un deuxième aspect au niveau de la mise en pratique, justement, de la sobriété des alternatives possibles, dont tu vas pouvoir nous parler. C'est les pratiques, du coup, les pratiques qui peuvent être mises en place pour un design sobre, puisqu'on parle bien de sobriété. Alors, quelque chose qui est intéressant pour moi dans ma pratique, quand j'ai commencé à reposer cette question des ressources, de l'énergie, de l'utilisateur, etc., c'est de réintégrer la contrainte énergétique dès le départ. Donc du coup, en fait, généralement, un designer, on lui donne un budget en monnaie, on lui donne un certain nombre d'euros pour faire un site. Il faut poser la question sur
si on me donne 1 kWh pour faire un site, à quoi ça ressemble? Quelle est ma contrainte? Enfin, si je prends ça comme contrainte, comment ça affecte l'ensemble de la construction de l'outil? Et du coup, c'est comme ça que je travaille à l'heure actuelle. Maintenant, je fais des sites majoritairement avec des budgets énergétiques, ce qui implique de comprendre d'où vient l'énergie pour le site qu'on fait. Donc du coup, si je me fais un site d'exposition, il faut que je me branche faut que j'aille voir sur le site d'exposition quelle est l'énergie, comment je récupère l'énergie de ce site d'exposition, comment ça conditionne le poids d'une page, le poids sur un serveur, et du coup, comment ça va conditionner les émissions de carbone. La contrainte énergétique est un des meilleurs outils à l'heure actuelle pour réguler en fait les usages des designers en tout cas. Tout simplement parce qu'on n'a aucune contrainte, a priori. Il n'y a pas un designer, c'est rare qu'un designer se pose la question de dire combien d'énergie va consommer ma chose, combien d'énergie va consommer ce que je mets dans le monde. Donc il y a beaucoup d'usages qui ont démarré là-dessus. Au-delà de ça, donc du coup, moi j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question de la vidéo, en faisant des audits. Enfin, tout simplement, j'ai regardé moi-même toutes les vidéos que j'ai mis en ligne, étant aussi réalisateur et ayant fait des documentaires et travaillant beaucoup sur la vidéo. C'est faire un audit de combien de carbone en fait ont émis mes vidéos sur un an. Juste sur un documentaire que je fais sur l'éthique dans le design, sur 4000 vues sur Vimeo, donc sur un serveur qui est majoritairement américain, je suis déjà à 2 tonnes juste sur un bout du documentaire. Donc du coup, ça, quand on le comptabilise, ça fait que j'ai dû retravailler intégralement tout le processus de création vidéo. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut réduire drastiquement le poids, faut réduire certains types de dimensions, il faut que les textes soient plus lisibles à plus basse dimension, etc., etc. Mais quelque chose qui est d'autant plus intéressant, c'est que donc nous, c'est ce qu'on appelle le low-tech, enfin, qui est gros juste bien définir les besoins, intégrer les contraintes énergétiques, et essayer quand même d'être efficace et accessible. Je vais vous montrer un exemple qu'on appelle le Low-Tech Magazine, qui est un magazine qui parle de low-tech. En fait, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant. Ils sont basés à Barcelone et ils ont construit un petit serveur qui est alimenté par un panneau solaire quelque part à Barcelone. Et du coup, en fait, la différence de couleur que vous voyez entre le haut bleu et le bas jaune, en fait, c'est la jauge de batterie. Car en fait, simplement, ce serveur est alimenté par un panneau solaire. Donc du coup, en fonction de l'ensoleillement à Barcelone, en fonction de l'ensoleillement à Barcelone et du niveau de batterie branché au serveur, en fait, le site sera hors ligne ou en ligne. Donc du coup, généralement, il est très peu hors ligne. Mais par contre, en fait, quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que à travers des nouveaux types d'outils d'usage comme ça, on réintègre 2 choses. On réintègre la réalité d'un territoire. Donc du coup, les épisodes météorologiques influent sur la disponibilité des outils. Et on matérialise un système technique, c'est-à-dire le serveur, le panneau solaire et l'ensemble des outils qui permettent l'existence d'un outil. Donc je vous le mets, hop là. Et typiquement, ce qu'on trouve dans le bas du site, en fait, on va retrouver la météo. Parce que du coup, pour savoir si le site sera là demain, c'est intéressant de savoir le temps qu'il fera à Barcelone. Et du coup, on va retrouver en fait dans tous les paramètres énergétiques d'un site en ligne, mais qui est du coup le temps où il est effectivement en ligne. Et du coup, vous pouvez voir à droite, du coup, la batterie, il n'y a plus de soleil, donc là, on tourne sur la batterie automobile qui est branchée au serveur, et du coup, on n'est plus qu'à 47% de batterie. Du coup, en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant quand on repense le numérique, en tout cas le numérique, dans des contraintes énergétiques fortes, c'est qu'on a des vraies solutions d'innovation dans les outils qui permettent de territorialiser, ce qui est extrêmement important pour justement ensuite matérialiser. Vu que beaucoup de designers et beaucoup de personnes en fait pensent tout l'univers du numérique comme dématérialisé, c'est une des meilleures façons qu'on a à l'heure actuelle pour éduquer et en tout cas permettre à des designers de comprendre le monde contraint dans lequel ils vivent. Yes. Merci beaucoup Gauthier du coup pour cette intervention. Ouais. Tu peux peut-être rester dans le coin parce que donc on va passer aux questions alors résumer du coup la synthèse du message en fait c'est celui-là. C'est le premier point, c'est que le numérique il est matériel et que à dynamique actuelle il n'est pas viable, il est juste pas compatible avec les contraintes énergie et climat qu'on s'impose et qui nous sont imposées. Le deuxième constat, c'est que la sobriété numérique, donc qui est de réfléchir à comment on alloue les ressources, à quel usage, est la seule solution viable à court et moyen terme. Et le dernier constat,
c'est que la mise en pratique de cette sobriété, elle ne peut pas s'affranchir d'un débat sur les usages, y compris si elle s'appuie sur des réflexions pratiques de design. Voilà, je vous invite donc à poser toutes les questions qui vous viennent, et j'y répondrai avec plaisir. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc bonjour, Christophe Wacheux. Moi j'avais une question sur la partie sur le mix moyen mondial qui est retenu pour toutes les évaluations et passer de la consommation énergétique à les émissions en gaz à effet de serre. Est-ce que vous pensez réellement que c'est pertinent? Parce que il me semble évident que, enfin moi en tout cas quand je me dis ça, que alors moi si je regarde une vidéo Netflix là tout de suite, j'imagine que ça va appeler un serveur Netflix en France qui va avoir sa consommation électrique. Mais si c'est sa consommation électrique, il va consommer chez EDF, qui est très très décarboné. Et évidemment que c'est pas pareil si c'est un Chinois qui va regarder une vidéo de Weibo et sur son serveur, il tourne avec une centrale à charbon. Il y a pour moi un vrai sujet. D'ailleurs, enfin, c'est pas par hasard aussi que les serveurs centraux DNS sont mis en Norvège ou au Groenland, parce que là-bas, le coût de l'électricité est très très bas et ils ont des centrales solaires, etc. Et à l'inverse, justement, l'énorme sujet des bitcoins qui consomment aussi, pour le coup, une quantité incroyable ils émettent une quantité incroyable de gaz à effet de serre, c'est parce que là-bas, le problème qu'ils ont, c'est que pour les bitcoins, enfin pour miner les bitcoins, ils vont à l'endroit où ça coûte le moins cher, l'énergie coûte le moins cher, mais c'est aussi là où elle est le plus polluante, c'est-à-dire en Chine. Donc moi, ça m'interpelle quand même, en fait. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors merci pour la question. L'idée, elle est... c'est la réponse précisément à la question que vous venez de poser. C'est-à-dire que l'idée, c'est précisément que le data center, les centres de données et les infrastructures en général, elles vont dépendre de l'électricité et du degré de carbonation de l'électricité qui va être utilisée. Le numérique, c'est précisément l'exemple typique de l'infrastructure qui va être mondiale et éclatée, et où en fait les données, c'est pas parce qu'on les consomme en France qu'elles sont stockées en France. Donc, tout simplement pour éviter tout un tas d'hypothèses sur une prétendue cartographie de où les données sont stockées par usage, on a choisi de prendre un mix moyen. L'idée, évidemment, c'est pas des chiffres qui sont à prendre à la virgule près. On parle bien d'ordre de grandeur, et de toute façon, c'est l'approche du shift en général. L'idée, là, c'est de bien poser les ordres de grandeur pour comprendre, dans la balance, où sont les leviers et comment s'articulent en fait les différents poids de la chose. Donc, effectivement, pour avoir une étude qui soit complètement quantitative, avec un ou deux chiffres significatifs, oui, il faudrait cartographier donc chaque usage, regarder si je suis en France, plutôt quels serveurs vont être appelés, à quel endroit, quelle partie de la vidéo suivant quel usage est stocké dans quel data center et quels réseaux vont être utilisés pour les amener jusque moi, et associer un mix énergétique à chaque partie d'usage suivant la zone géographique. C'est un degré de granularité qui va apporter de la précision, mais qui ne va pas changer l'ordre de grandeur. C'est pour ça du coup qu'on a choisi le mix moyen mondial, tout simplement pour essayer de représenter la situation en termes de poids globaux. Oui. Je suis droit devant toi. Bonjour, oui. Bonjour Maxime, Arthur Keller. Merci de ce gros travail intéressant. Une question, alors on parle beaucoup donc du web et d'Internet et de l'impact d'Internet. Je voulais savoir si dans cette étude, vous aviez pris en compte ou pas le deep web, qui, selon certaines études, représente à lui tout seul 96% du web global. Et le deep web, qui est grosso modo ce web qui n'est pas accessible par les moteurs de recherche. Donc est-ce que vous avez travaillé sur les 100% ou sur les 4%? Alors on réfléchit en termes de flux de données, et le deep web, même s'il n'est pas accessible par les moteurs de recherche, en fait il va transiter par les mêmes infrastructures. C'est du coup le truc qui nous permet, donc oui, là on réfléchit bien en termes de données transmises, deep web compris. Par contre,
dans la répartition des usages vidéo, là on est bien d'accord que pour le coup on ne prend pas en compte le deep web parce que on n'a pas de données sur la répartition des usages, on n'a pas de données d'audience sur le deep web. Donc sur la répartition des usages vidéo, là on prend bien en compte que la partie du trafic connu. Oui, j'avais deux remarques, enfin deux questions. La réponse que tu fais, où je l'ai pas bien comprise, ou alors je trouve qu'elle n'est pas tout à fait complète au mix énergétique mondial. Je comprends bien qu'aujourd'hui, on prenne le mix énergétique mondial, mais si on fait une projection sur 2050, il faut faire une trajectoire, ou différentes trajectoires. Parce que si on le garde à 80% de fossiles, il y a plein d'autres choses qui se passent par ailleurs et qui font que la projection n'est peut-être pas tout à fait fiable. Donc il faudrait faire des scénarios d'émissions, quoi. Bon. La deuxième chose, c'est je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle low-tech quand c'est low energy. Low-tech, personnellement, j'adhère pas à cette notion. Si on couple ça avec des panneaux photovoltaïques, ils ont des rendements de 12% maintenant, peut-être 15%, etc. Si on arrive à 20%, c'est du high-tech. Donc, il ne faut pas confondre. En plus de ça, low-tech, ça peut devenir low science, et je crois qu'on n'est pas du tout, c'est pas du tout ça l'objectif. Low energy, d'accord, low-tech, non. En tout cas, je ne vois pas pourquoi. Alors, vous avez tout à fait raison, mais comme beaucoup de mots qu'on utilise à l'heure actuelle, maintenant, les termes sont très mauvais. Et low-tech, on l'utilise pour sa portée politique, pas pour sa régularité technique, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant dans la question du low-tech, même si le terme est mauvais, j'en suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la façon dont on se réapproprie des contraintes qui étaient devenues cachées. Et du coup, la question d'intégrer la contrainte énergétique, qu'elle soit basse ou haute, permet une éducation de la personne qui conceptualise ça pour produire des meilleurs outils. C'est là-dessus qu'on parle de low-tech. Après, bien sûr, les questions d'accessibilité, d'efficience, de notions d'utilité. Mais oui, vous avez raison. Le low-tech est juste un terme qu'on utilise en tant que tel de point de vue plus politique que de point de vue théorique. Est-ce qu'il y avait une autre remarque? Non, c'était juste ça. Oui, ok. Bonjour. Ce qu'il y a d'intéressant avec le numérique, c'est qu'il y a parfois un déplacement des usages. Probablement que l'email a contribué à réduire l'impact du transport du courrier. Est-ce que dans les usages que vous décrivez, vous pensez qu'il y a des usages qui ont shifté et que, par exemple, les gens prennent moins la voiture pour aller au cinéma? Est-ce que c'est des sujets qui méritent réflexion selon vous? Alors oui, c'est des sujets qui méritent réflexion, parce que si on veut faire une balance nette, c'est bien l'idée. On n'a pas fait en termes quantitatifs à l'échelle mondiale, tout simplement parce que des études de cette envergure sur le shift des usages, c'est-à-dire sur l'impact indirect du numérique, elles vont nécessiter tout un tas d'hypothèses sur la définition des usages et sur comment elles sont impactées. C'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Donc, plutôt que de l'adresser avec un prisme vraiment global, en essayant de faire une étude qui se prétendrait être une synthèse globale de l'effet positif du numérique au niveau du changement sur les usages, on a préféré, et Hugues va en parler juste après, l'adresser d'un point de vue plus particulier, c'est-à-dire prendre différents cas d'usage. On est en train de le faire notamment avec les technologies smart, et de dire telle technologie va influer sur tel usage ou va avoir tel effet énergétique avec tel coût, et ça deviendra vertueux sous telle condition. C'est l'approche qu'on a utilisée. Parce que si on essaie de faire quelque chose d'agrégé, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses derrière qui rendent en fait on va montrer ce qu'on veut montrer si on fait quelque chose de trop gros. Bonjour, Patrice Guérin, étudiant en énergie renouvelable à l'INSA de Lyon. Ce que j'entends de votre intervention, c'est la consommation CO2, etc. Est-il concevable d'imaginer des forfaits Internet avec une partie variable indexée au CO2? Et dans ce cas-là, ça encouragera les gens à se réguler individuellement, voire à l'échelle des entreprises, plus grande échelle, mais une partie variable significative qui nous implique, qui nous encourage à aller vers des sites moins émetteurs ou à prendre la version dégradée du site, peut-être avec moins de pixels sur l'image, etc. Alors merci pour cette question. Effectivement, en fait, la mise en place
de la sobriété, elle va poser directement des questions. Enfin, une des premières questions qu'elle va poser, c'est justement la conception de l'offre au niveau des services et tous les mécanismes dont Gauthier, tu auras peut-être quelque chose à rajouter d'ailleurs, dont Gauthier parlait tout à l'heure, qui ont mis en place ces nouveaux usages de consommation de contenu en masse et en quantité, on va dire. Un des outils principaux, c'est la mise en place des forfaits illimités, puisque c'est forcément lié, quoi. Donc réfléchir à la taille des forfaits, au dimensionnement des forfaits qu'on utilise au vu des ressources que ça nécessite, effectivement, ça fait partie des champs de régulation explorés. Après, il faut bien comprendre que ça pose directement la question des usages et du fondement des modèles économiques, comme Gauthier en a parlé tout à l'heure. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Alors oui, donc quand on parle d'expérience dégradée, c'est dégradé par rapport à quoi? Et on dégrade pour ne pas dégrader quoi, en fait? Parce que du coup, on voit le numérique dégrade, fait partie des éléments qui dégradent des écosystèmes, etc. Donc du coup, il faut aussi bien mettre le système dans lequel le numérique apparaît. La question qu'on se pose, nous, quand il va y avoir cette question des usages et comment on doit limiter, trouver des fonctions de limite, du point de vue design, déjà, nous, il faut qu'on se pose la question, comment on fait en sorte que notre action n'ait pas d'effet rebond? Parce que du coup, imaginons, on réduit en moyenne le poids une page en moyenne sur le web, ça fait maintenant, je crois, 2 mégas. Imaginons qu'on fait beaucoup d'éducation, etc. On légifère, on tombe à 300 kilobytes. A priori, si on ne met pas en place d'autres mécaniques, l'espace sera repris. Et du coup, on va continuer à gérer le même niveau de trafic, voire l'augmenter. Donc, et la question qui va se poser dans tous les cas, c'est ceux qui gèrent l'infrastructure des câbles. Au bout d'un moment, il va devoir qu'ils sont pris dans une course à l'installation, dans lesquelles Netflix et YouTube mettent une énorme pression, et ça va devoir se payer à un moment ou à un autre. Donc du coup, il y a aussi la question d'infrastructure physique, quel câble, quel centre. Et à l'heure actuelle, un forfait mobile à 5 gigas ne transmet pas ça. Donc du coup, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire réintégrer dans le modèle économique. Les Américains commencent à légiférer là-dessus, puisque du coup maintenant, un forfait mobile, on va aussi payer un supplément pour accès à Facebook, pour accès à Twitter, etc. Mais c'est en train de briser la neutralité du net. Donc il y a aussi, c'est la double faucille. Et sur la question des usages, il va falloir penser ça. Et du coup, la question des émissions de CO2, à mon avis, ne me semble pas le bon vecteur. C'est la question de l'énergie, à mon avis. Parce que, moi, typiquement, je fais un site web. Si je me fais un budget en carbone, si je suis en France, c'est chouette, je peux me faire un bon site quand même. Aux États-Unis, c'est que je me fais une page à 100 kilobytes et c'est fini, quoi. Donc c'est la question de l'énergie qui est un élément régulateur important sur les usages et sur la conception des outils qui amènent ces usages. Oui, bonjour. J'aurais une question sur est-ce que vous avez réfléchi à l'organisation des réseaux qui sont aujourd'hui très centralisés avec des data centers, et vous avez montré la consommation donc du réseau et des data centers qui était assez importante. Et est-ce que des réseaux pair à pair, par exemple, ou des choses comme ça, il y a une initiative récente, une alternative à YouTube qui utilise beaucoup plus ces architectures réseau. Est-ce que voilà, sur l'impact que ça a, j'ai pas trop d'idées chiffrées en fait sur l'impact des data centers qui est. Enfin, je sais qu'ils ont fait des gros efforts ces 10 dernières années, mais voilà, si vous avez un peu plus d'éléments sur ça, merci. Alors ça fait partie des alternatives effectivement qu'on a adressées, qu'on a croisées, mais de manière qualitative. On ne l'a pas quantifié, donc j'aurais pas d'apport quantitatif à apporter là-dessus. Mais en tout cas pas encore. Et pour l'instant, du coup, ça fait pas partie de nos champs de réflexion. Ça fait partie des alternatives en fait, juste là dans nos champs de réflexion, et c'est l'approche du shift en général, on essaye vraiment de réfléchir aux outils les plus rapides à mettre en place. Et rebâtir une architecture sur le pair à pair, oui, c'est potentiellement très intéressant d'un point de vue énergétique, bon, il faut faire les calculs, hein, mais ça fait partie des alternatives à explorer, juste ça remet en cause la structure. Ça met en cause totalement la structure actuelle du réseau. Du coup, nous, on ne l'a pas pris en compte pour l'instant, tout simplement parce qu'on essaie de se concentrer sur ce qui existe déjà et sur comment on peut faire pour réguler et utiliser les outils qui sont déjà en place. Oui, bonjour. Alors, je dois annoncer que c'est la dernière question. C'est la tâche.
privilège de parler en dernier. Benoît Schmalz, donc je suis maître de conférence de droit public à l'Université de Toulouse. Je suis là, pardon. Et je me demandais dans quelle mesure il y avait un projet ou pas, parce que quels sont les vecteurs de politique publique et de droit, notamment. Parce que dans votre schéma, c'est toujours très abstrait. Quand vous dites les architectures des choix et les régulateurs, le régulateur, ça doit être une autorité publique qui, à un moment, fixe une règle, ou privée, mais qui a le droit de le faire et qui a le pouvoir de le faire, surtout. Donc, quels sont les outils, les instruments nécessaires pour le faire? Est-ce qu'il faut absolument une convention internationale et un truc onusien qui fasse au niveau mondial? Est-ce que chaque État peut le faire efficacement à son niveau? Est-ce que c'est juste de la régulation ou de la taxe, mode, forfait limité, ce qu'on entendait, ou autre? Ou est-ce qu'il y a la nécessité d'élaborer un service public de la donnée, un service public des flux avec des gestionnaires publics d'infrastructures de réseau enfin, voilà, ces questions-là qui sont assez administratives, mais bon, vu que c'est mon quotidien, c'est à ça que je pensais. Du coup, si c'est votre quotidien, vous allez certainement avoir plus d'intrants exacts que moi. Mais donc, les recherches qu'on a faites là, en fait, pour l'instant, ces problématiques de régulation des usages numériques, on va dire, et des réseaux, elles sont portées par la CNIL, l'ARCEP, Hadopi et le CSA. C'est grosso modo les quatre entités qui réfléchissent à ça. Du coup, au niveau des outils exacts et administratifs qu'il faut mettre en place, bon, je n'ai pas les compétences administratives pour décrire une entité publique, enfin les compétences de l'entité publique qu'il faudrait pour mettre en place des mesures de sobriété numérique. Ce que je sais, c'est que c'est des réflexions qui sont déjà en cours, alors pas sur la sobriété numérique, mais sur la gestion des usages numériques, qui sont déjà en cours dans ces quatre entités. Il y a la mission sur la régulation des réseaux sociaux qui est en cours en ce moment, dont le rapport a été publié il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, qui est assez intéressante de ce point de vue-là, parce que ça fait, on va dire, une dizaine d'années que CNIL, ARCEP pondent des rapports en disant qu'il faut absolument avoir un ancrage pragmatique des régulateurs publics dans la mise au point des politiques de régulation. Et là, pour la mission des régulations des réseaux sociaux, a priori, c'est la stratégie qui a été adoptée en envoyant les rapporteurs du coup sur place pour discuter avec les acteurs des réseaux sociaux pendant plusieurs mois, pour ensuite identifier les problématiques et les piliers de la politique publique à mettre en place. Donc, est-ce qu'il faut une institution supplémentaire administrativement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les réflexions sont déjà en place et que en fait, les outils réglementaires, ils sont déjà en réflexion dans les institutions qui sont en place au niveau de la régulation en France. Et au niveau de l'échelle, oui, il faut que ça soit international. C'est-à-dire qu'on parle d'une infrastructure qui, de toute façon, est internationale. Et c'est pareil, c'est dans les rapports de la CNIL, l'ARCEP, le CSA et Hadopi, c'est explicitement dit. Une politique qui ne serait pas portée, ne serait-ce qu'à un grand minima à l'échelle européenne, n'a pas de raison d'être, ça n'a pas de sens. Du coup, oui, voilà. Je pense que du coup, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les institutions qui sont déjà, enfin, les régulateurs qui sont déjà en place, de transformer l'essai sur les différents objectifs à porter, et évidemment de les porter au moins au niveau européen. Je peux vous donner un exemple dans une thématique qu'on n'a pas abordée, qui est la pornographie, parce que la régulation n'arrivera pas forcément que pour les questions de sobriété. Elle arrive aussi parce qu'il y a plein de questions qui se posent autour des usages, dont la pornographie. À l'heure actuelle, en Angleterre, donc c'est un accord qui était trouvé entre le principal site de streaming de contenu pornographique en Angleterre avec l'État, qui en disant il faut qu'on contrôle les identités, il faut que vous ayez plus de 18 ans pour de vrai, en gros. Du coup, comment on fait? Donc, ce site pornographique a proposé de s'inscrire avec pièce d'identité, en gros vers votre marchand de journaux, pour obtenir un accès pour avoir des contenus pornographiques. Donc ça, c'est comme ça qu'ils sont en train de légiférer sur la question de l'accessibilité au porno et de la protection des mineurs. Donc c'est aussi des usages qui, même s'ils ne sont pas attenants à la question de sobriété du tout, permettront aussi d'être une force supplémentaire et d'autres vecteurs sur la régulation in fine du flux de données. C'était la dernière. Merci à tous du coup pour votre attention et pour vos questions. On a une pause si je ne me trompe pas, donc on va avoir quelques minutes de pause café dans la salle où vous étiez juste avant, et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup.